Stéphanie est violoniste et puis elle enseigne, elle est actuellement professeure au CRR de Paris, titulaire d'un premier prix du CNSM de Paris, d'un Master of Music du New England Conservatory de Boston. Elle est titulaire d'un certificat d'aptitude en violon et on la connaît en concertiste, en soliste ou dans des formes de musique de chambre, notamment en solo avec le pianiste Romain David et comme premier violon du quintet Saint-Tonia, unique quintet avec piano en France. Elle a fortement contribué à la connaissance des musiciens français des 19e et 20e siècles dont elle est spécialiste, notamment depuis qu'elle est docteure de Sorbonne Université, où elle a soutenu un brillant doctorat, je crois, si je me souviens bien, sous la direction de Daniel Piston, ici présente. Et ces enregistrements font donc une place d'honneur tant aux musiciens français du 20e, début 20e, comme Debussy dont on vient de parler, Queclin, Aubert, mais aussi aux musiciens d'Europe centrale de la même époque, ou romantiques, comme Józef Suk, Donaï, Szymanowski, etc. Là aussi, je pense que nous allons parler cette fois d'un violon en action, le vôtre aussi, et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'active le diaporama en espérant que ça marchera comme au test. Voilà. Si personne ne me fait signe, c'est que j'imagine que ça fonctionne. Tout va bien. Voilà, parfait. Alors, je remercie les organisateurs du colloque de m'accueillir pour parler des œuvres pour violon d'Henri Tomasi, parce qu'elles en ont bien besoin. Il y a une sorte de paradoxe entre la place maîtresse occupée par certaines œuvres de Tomasi au répertoire des instrumentistes, et notamment avant, et l'oubli complet dans lequel sont tombées les œuvres pour cordes, et particulièrement pour violon. Non seulement ces œuvres pour violon sont totalement inconnues du grand public, mais elles le sont également de la plupart des musiciens, qu'ils soient musicologues ou interprètes. Quel violoniste connaît aujourd'hui les œuvres pour violon d'Henri Tomasi? Pourtant, nous verrons que le violon a une importance non négligeable pour lui, pour l'homme autant que pour le compositeur, notamment au vu de ses amitiés avec les violonistes de son temps. Et Tomasi nous laisse un véritable répertoire avec et pour violon. Alors, je distingue avec violon, qui pour moi signifie que le violon est inclus dans un groupe de musique de chambre où il n'occupe pas une place dominante, comme au sein d'un trio ou d'un quatuor, et pour violon, soit les œuvres dont le violon tient la partie principale de soliste, donc concerto, pièces pour violon et piano, pour violon et orchestre. Et nous voyons que nous avons donc 11 œuvres de 7 genres différentes pour une durée de 2 heures de musique environ. Alors, trio à cordes, quatuor à cordes, quintette avec piano, pièces pour violon et piano, concerto avec orchestre. Les seuls 2 genres importants qui n'y figurent pas sont le trio avec piano et la sonate pour violon et piano. Et nous avons donc là un répertoire varié, relativement complet et conséquent. Regardons maintenant comment ce corpus se situe dans la globalité de l'œuvre du compositeur. Alors, vous pouvez voir sur le tableau que Tomasi écrit principalement pour violon dans sa jeunesse. Et si on regarde spécifiquement le répertoire pour violon et piano, ses compositions sont même extrêmement condensées dans le temps, entre 1923 et 1932. Avec la guerre, la composition se fait plus rare. Alors, cela correspond aussi à la période de crise qu'on lui connaît. Tomasi abandonne l'écriture pour violon et piano pour se consacrer à des genres plus riches et plus complexes, et notamment à l'opéra. Et Don Juan de Magnara ouvrira la voie à une suite de chefs-d'œuvre et à partir de 1948 à la série des concertos qui sont en jaune dans le tableau. Le genre du concerto occupe une place très importante au sein de son œuvre, de la maturité, et le concerto de violon apparaît en plein fleurissement de cette série. Il est le 7e sur 11 concertos, après ceux pour trompette, saxophone, alto, clarinette, trombone et basson, et avant ceux pour flûte, guitare, violoncelle et contrebasse. Ce véritable sommet qui est son concerto Périple d'Ulysse, eh bien après lui, Tomasi ne reviendra plus au violon. Alors l'intérêt particulier et précoce de Tomasi pour le violon peut certainement s'expliquer par les relations que le compositeur entretient avec les violonistes qui l'entourent. Tomasi s'est lié au cours de sa vie à plusieurs violonistes, le premier sans doute étant Zino Francescati, d'1 an son cadet, marseillais comme lui. Ils font leur classe d'harmonie ensemble chez Bono Morel au Conservatoire de Marseille. Ils obtiennent leur premier prix conjointement en 1916.
Lorsque Tomasi arrive à Paris en 1921, admis au conservatoire, c'est à côté de Francescati qu'il s'installe et c'est encore avec Dino qu'il cherche les petits contrats qui leur permettent de vivre, puis qu'il fait ses premières armes comme chef d'orchestre au concert du Journal en 1926. Ce sont dans ces mêmes années que le jeune Henri dédie à son ami une pièce pour violon et piano des plus virtuoses, Paghiella, Sérénade cyrénéenne en 1928, qui sera d'ailleurs donnée au concert du Journal. Frédéric Ducrot en a parlé hier. Paghiella vient de Pagiu, qui signifie père, et si la Paghiella est désormais, en tout cas aujourd'hui, un chant polyphonique à 3 voix d'homme, Tomasi semble lui être revenu au sens originel de père, puisqu'il confie au violon une partie à 2 voix, donc en double corde. Hommage indéniable à l'agilité de Francescati, Paghiella exploite de nombreux éléments techniques qui font les pièces dites virtuoses: rapidité de tempo, double corde, ricochet, chant en octave, trille, et chose plus rare, une suite de doubles harmoniques, soit des doubles cordes en notes harmoniques, naturelles et artificielles et le plus souvent mélangées, qui constituent l'une des difficultés les plus redoutables du jeu du violon, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Et donc, je voulais vous faire écouter la fin de la pièce. Et donc, cette pièce se termine par les doubles harmoniques. Alors, nous verrons qu'un autre violoniste aura plus tard une grande importance pour Tomasi. Il s'agit bien sûr de Davy Early, qui sera le commanditaire et dédicataire du concerto Périple d'Ulysse. Le travail sur ce répertoire pour violon m'a permis de constater que même s'il n'est pas également réparti sur toute la carrière compositionnelle de Tomasi, même s'il est constitué pour une large part de pages que l'on peut classer dans la catégorie des petites pièces, il est néanmoins, et notamment dans ses thématiques et inspirations, caractéristique de l'œuvre du compositeur. Donc, quelles sont les grandes lignes directrices de la création musicale de Tomasi? Alors, elles furent magnifiquement mises en lumière dans les actes du premier colloque. Donc, je vais aller très vite. Mais on a bien évidemment la Méditerranée. Donc, dans les cadres blancs, j'indique les œuvres pour violon qui correspondent à ces différents thèmes. Et pour l'aspect lumière et travail sur les couleurs et la modalité, je vais vous faire écouter un extrait du Capriccio de 1931, qui est en fait un premier concerto pour violon de Tomasi, 30 ans avant le périple d'Ulysse. Il s'appelle Capriccio, mais il possède bien toutes les caractéristiques du concerto, depuis l'écriture du soliste et de l'orchestre, sa durée, près de 20 minutes, et sa structure caractéristique en 3 mouvements. Alors là, nous sommes dans une inspiration typique de la musique française de l'époque, descendante de Debussy et de Ravel, avec des jeux de lumière et de couleurs tout à fait caractéristiques, et notamment dans l'orchestration. Autre thème cher à Tomasi, bien sûr, le voyage, l'exil, l'exotisme, dont il a été beaucoup question hier, l'humanisme, la souffrance de l'homme. Et là, je vous propose d'écouter un extrait de Tristesse d'Antar. Antar, ce héros
rejetée en permanence avec une injustice toujours renouvelée. Donc, c'est une pièce pour violon et piano. Évidemment, elle fait référence au roman d'Antar qui se situe en Syrie. Autre thème, bien sûr, la virtuosité instrumentale. Alors, les trompettistes pourraient en parler autant que moi. Et le lyrisme, la théâtralité, le sens dramatique. Alors, dans les exemples que vous avez pu écouter, déjà, vous avez vu un violon très lyrique. C'est assez c'est présent dans toute son œuvre. Mais je voulais vous faire écouter un peu en exclusivité un extrait de son poème pour violon et piano, qui est donc sa toute première pièce pour violon, composée à 22 ans, en 1923. Voilà, et puis bien sûr, la littérature, donc ça, c'est un fait bien connu. Donc maintenant, intéressons-nous quand même au grand chef-d'œuvre de Scorpius, qui est le concerto pour violon, Périple d'Ulysse. Alors, il répond à lui seul à toutes ses inspirations. Il en est une sublime synthèse et on peut comprendre qu'après lui, Tomasi n'est plus écrit pour violon. D'une certaine façon, tout était dit. Euh, Situons très rapidement le concerto dans son temps. Alors, j'irai très très vite. Mais disons que quand Tomasi écrit son Capriccio, nous ne sommes pas dans une période très féconde en concerto. Parmi les grands concertos qui nous restent, en fait, il n'y en a pas vraiment composé dans les années 20 ni dans les années 10. Et puis, de même, quand il compose son deuxième concerto, nous sommes un peu après la période des grands concertos du XXe siècle qu'on retient et qui sont en vers dans les tableaux. Alors, la genèse, très rapidement, du concerto. Donc, en 61, Tomasi compose son opéra Ulysse, ou le Beau Périple, d'après la naissance de l'Odyssée, du plus provençal des écrivains, Jean Giono. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, il s'agit d'une relecture de l'Odyssée où Ulysse est interprété comme une sorte d'anti-héros qui s'est attardé d'île en île, ou plutôt en fait de femme en femme, et qui, terrorisé à l'idée de devoir justifier son absence de 10 ans à Pénélope, invente les mythes que l'on connaît pour camoufler ses égarements. Le héros de l'ouvrage, et par suite de l'opéra de Tomasi, est donc un homme volage, faible, peureux, lâche et menteur. On est bien loin du héros d'Homère. C'est donc un peu aussi le héros du concerto. Davy Erlin
raconte, je le cite: «Depuis très longtemps, j'avais demandé à Henri s'il penserait à écrire un concerto. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience et puis un jour il m'a dit: "Tiens, voilà". Je n'ai pas besoin de vous dire mon enthousiasme et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler». Et entre la première partition de 1962 et la création avec l'Orchestre national sous la direction de l'ami de jeunesse et violoniste Georges Tipine en 64, Davy et Henri travaillent ensemble, font des coupures, remanient certains passages. La création donne lieu à un très beau compte-rendu de René Dumesnil dans Le Monde, qui est frappé en premier lieu par l'extrême difficulté de l'œuvre pour le violoniste. Et je le cite: "On sait la qualité de Davy Early. Le compositeur a cumulé dans son ouvrage les occasions les plus variées de lui en faire donner l'épreuve. Tous les obstacles, tous les périls." Alors, entre le sujet du concerto et son écriture, nous voyons combien il réunit les éléments chers à Tomasi. Donc, je reprends un peu le même principe de thématique. Évidemment, l'Ulysse de Giono convoque à lui tout seul la Méditerranée, le voyage, l'exil, le retour, l'anti-héros incarné par le violon dans une violence qui semble caractériser l'œuvre au travers d'une virtuosité étourdissante. Sans rentrer dans une analyse détaillée, disons que certains traits y sont dominants. Le lyrisme, tout d'abord. Le violon y chante, il pleure, il crie parfois, mais ne se tait jamais ou presque. Les mesures d'orchestre seules y sont particulièrement rares et toujours très brèves, alors que les cadences de violon y sont au contraire très fréquentes. De plus, l'écriture de la partie soliste, souvent rhapsodique, illustre à merveille l'expression du héros solitaire face à son destin. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire aussi sur le choix du violon pour incarner Ulysse. Early, le commanditaire, y est certainement pour beaucoup, mais surtout le violon est l'instrument lyrique par excellence, celui que l'on rapproche le plus souvent de la voix humaine, de cette voix idéale qui n'a pas besoin de respirer et qui peut assumer sans fléchir toutes ses virtuosités. C'est aussi l'instrument tragique qu'on ne peut dissocier au XXe siècle en tout cas de l'histoire des violonistes juifs, dont Davy Early, Georges Tipine et Léon Ziguera, à qui Tomasi dédie un chant hébraïque pour violon et orchestre en 29, faisaient partie, et de l'expressivité douloureuse, de l'urgence émotionnelle qui caractérise leur jeu. L'interprétation de Davy Early lors de la création témoigne d'ailleurs de l'adéquation totale entre la partie de violon et son interprète, avec un jeu douloureux, poignant, hautement dramatique, pétrissant la patte sonore avec profondeur, voire brutalité parfois, tout en conservant toujours la séduction inhérente au son du violon et au personnage d'Ulysse. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que des leitmotivs issus de l'opéra, ce soit celui du charme d'Ulysse, en rouge là sur la partition, qui reviennent le plus souvent dans le concerto et qui apparaissent dès les premières mesures de l'œuvre. Au-delà du lyrisme, la violence y prend également des aspects différents et complémentaires. Celui d'une force inouïe, c'est la force d'un Ulysse et aussi celle d'un Antar, du combat, de la lutte. Les dynamiques dominantes dans le concerto sont de très très loin les fortés et les fortissimo. Et tout cela fait de ce concerto un authentique morceau de bravoure, un véritable tour de force instrumental et émotionnel, où de plus le héros ou anti-héros violoniste doit lutter contre un orchestre opulent, sans jamais que l'équilibre des forces ne soit rompu. Et là, il s'agit aussi d'un véritable tour de force de l'orchestrateur de génie qui était Tomasi. Alors face à cette violence, on doit tout de même opposer une certaine forme de lumière que Francescati soulignait d'ailleurs quand il parlait de ce concerto comme étant pour lui en opposition à un langage issu de Schoenberg et Berg. Je le cite quand je dis ça. Alors, si la lumière est indirectement présente dans tout l'œuvre de Tomasi, notamment par l'intermédiaire de sa si chère Méditerranée, et parce qu'elle est quelque part dans l'essence même de la musique française, elle prend, à mon avis, ici une autre forme qui est celle que j'appellerais de l'éblouissement sonore. Le choix des intervalles dans la ligne du violon en est un exemple important. Dans le concerto, Tomasi multiplie les enchaînements de septièmes majeurs ou de neuvièmes successives sur 2 ou 3 cordes, qui nécessitent du violoniste une virtuosité double. Digitale, d'abord, parce que je rappelle que la main du violoniste est façonnée sur l'octave, et d'écoute, parce que d'un point de vue de l'écoute, évidemment, ce sont des intervalles difficiles à entendre. Et c'est très certainement l'une des difficultés techniques principales de ce concerto pour le soliste.
Mais pour en revenir à la lumière, ces intervalles-là, par leur dissonance criarde, au sens coloré du terme, apportent une forme de lumière crue, violente, de celle qui nous force à plisser les yeux. C'est en tout cas cette lumière-là que je vois dans le concerto de Tomasi, une lumière comme un éblouissement sonore. Alors avant de conclure, je vais vous faire écouter la fin du concerto qui correspond aux 2 pages de la partie de violon que vous avez là. Et vous pouvez voir donc avec les couleurs à quel point l'usage des intervalles que j'ai mentionnés est important. Alors, j'espère avoir donné un petit aperçu de la richesse et de la variété des œuvres pour violon de Tomasi et de la place qu'elles occupent au sein de sa production et de sa vie. Nous avons pu voir combien ces œuvres, chefs-d'œuvre pour certaines, petites pièces sans prétention mais parfaitement achevées, comme le disait De Vierly pour d'autres, sont en tout cas tout à fait représentatives de l'identité thomasienne, tant sur le plan esthétique que de celui de son imaginaire. Voilà, je vous remercie et je suis soulagée que l'aspect technique ait fonctionné. Et je dois donc couper le partage, hein, c'est ça? Oui, voilà. Tout Voilà, à fait. parfait. Merci Stéphanie, merci pour ce brillant exposé synthétique, pour ces pépites musicales que vous nous avez généreusement fait partager. Et bien, je suis sûre que maintenant, à vous et aux 2 autres intervenants, le public nombreux a bien des questions à poser. Vous pouvez utiliser soit le chat, soit la petite main bleue dont on vous a expliqué le fonctionnement hier en passant par participants et en bas, vous avez l'onglet lever la main, ou bien vous agitez votre main, mais ce n'est pas sûr qu'on vous voit bien comme il faut sur l'écran des vignettes. Voilà. Oui, moi j'aurais une petite question. Alors déjà, merci à tous les participants parce que c'était vraiment fascinant et j'ai appris beaucoup de choses. J'avais une petite question au sujet de l'aspect cinématographique de la musique pour piano, donc pour Émilie. Je me demandais, avec cette technique du fondu enchaîné, si finalement il n'y avait pas aussi peut-être, mais je ne connais absolument rien au cinéma, donc je dois vraiment avouer mon ignorance, mais finalement aussi quelque chose de très musical utilisé dans le cinéma, puisque finalement, ces fondus enchaînés, on les trouve précisément chez Debussy. Alors, vous en avez parlé très justement, mais dans la musique pour piano, notamment dans les préludes, je pense à Voile, on a des fois le passage d'une échelle à l'autre avec des notes communes qui font qu'on est typiquement dans une sorte de fondu enchaîné qui ménage les transitions entre des parties avec des échelles, des modes différents. Est-ce que finalement, on ne peut pas aussi interpréter quelquefois les choses dans ce sens-là? C'est vraiment une question de non-spécialiste. Oui, merci Cécile. Non, c'est vrai. Dans beaucoup de musique, on peut appliquer des procédés cinématographiques, même de la musique qui ne connaissait pas le cinéma. On pourrait regarder des musiques du passé
en disant, ben voilà, il y a une coupure, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux domaines artistiques, la musique et le cinéma, qui ont beaucoup appris l'un de l'autre. Et je pense que c'est pour ça que Germaine Dulac, en particulier, regardait vers la musique pour trouver des procédés cinématographiques. Et c'est très difficile d'en sortir d'où vient l'influence, qui a eu une influence sur qui. Et c'est vrai que Debussy a eu aussi beaucoup d'intérêt pour le cinéma. Et il y a eu des études faites sur la musique de Debussy et est-ce qu'il a pu voir quelque chose là aussi dans ses compositions. Et on ne sait toujours pas dans quel sens c'est allé. Ce que je trouve intéressant avec Tomasi, c'est que je pense que Tomasi a vraiment intégré les procédés cinématographiques de par son éducation musicale sur le tas au cinéma. Il n'a pas... Quand il jouait du piano pendant des années, il était dans un cinéma, il regardait les images, son improvisation s'est faite par le cinéma. Et je pense que c'est vraiment une influence qui peut-être n'était pas consciemment faite, mais je pense qu'avec Tomasi, il y a certains procédés qu'on peut expliquer par le cinématographique avec beaucoup plus de certainté finalement que peut-être des compositeurs qui étaient avant Tomasi et qui, eux, n'ont pas vu le cinéma d'avant-garde, qui n'a commencé que dans les années 20. Le cinéma d'avant les années 20, ce n'était pas un cinéma qui avait justement des genres de fondus enchaînés, du flou, des coupes. C'était surtout le cinéma d'après 20. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai vu alors la main levée de Monsieur Giacono, puis après Christophe. Micro. Oui, Christophe, en fait, l'a levé avant moi. Écoutez, moi j'ai été enthousiasmé par les 3 communications de ce matin qui sont absolument exceptionnelles. Et je voulais d'abord féliciter les 3 intervenants parce que je ne m'attendais pas à avoir devant moi autant de richesse à partir de l'œuvre de Tomasi. Alors, j'aurais 2 questions. La première à Émilie Capulet, qui a en partie peut-être répondu, mais est-ce que les procédés cinématographiques sont propres à Tomasi ou est-ce qu'on ne les voit pas chez d'autres compositeurs de son époque, voire les compositeurs qui ont été sensibilisés à la musique de film, parce que Tomasi a fait aussi de la musique de film. Il en a fait énormément. Jérôme Rossi l'avait montré au colloque de 2013 et c'est une part importante de son processus de composition peut-être qui est à l'œuvre. Et la deuxième chose à propos d'Ulysse, là je m'adresse à Stéphanie, je voulais signaler peut-être que ce thème d'Ulysse est quelque chose qui transcende peut-être les arts, car on le trouve à ce moment-là exploité par nombre d'écrivains, d'artistes, et en particulier, je voulais juste signaler la présence du thème d'Ulysse dans un roman qui est absolument fascinant pour la littérature et la musique. C'est le roman d'Alero Carpentier, qui était aussi un musicologue cubain, Le partage des eaux, qui prend justement le thème d'Ulysse dans toute sa présence, son actualité à l'époque contemporaine. Mais il n'utilise pas le violon, mais la recherche de ce musicologue perdu dans la jungle vénézuélienne, c'est celle de l'origine de la musique à travers les instruments. Et peut-être il y a quelque chose, moi, qui m'apparaît maintenant clairement, c'est la présence de cette solitude de l'être humain que Stéphanie a très très bien montré. Alors, juste ma question, c'est plutôt adressée à Émilie, du coup, sur les procédés cinématographiques. Merci Jean-Marie. Je pense que oui, beaucoup de compositeurs ont été influencés par les procédés cinématographiques, c'est sûr. Et je pense notamment à Honegger qui a écrit aussi des musiques pour cela. En fait, c'est assez frustrant parce que Tomasi a eu des expériences incroyables, surtout radiophoniques, même plus que finalement le cinéma dans les années 30. Et il ne reste plus rien de ces partitions radiophoniques. On ne sait pas comment il écrivait entre musique et narration et récit dans la radio. Mais il nous reste les pièces pour piano, donc des années 20-30 aussi.
qui reflètent aussi non seulement les procédés de cinéma, mais aussi sûrement ceux dont il a eu l'expérience à la radio. Alors, c'est frustrant puisqu'il n'a ni vraiment laissé de traces verbales de ce qu'il faisait, ni laissé de traces musicales, puisque c'était des partitions qui étaient jouées une fois, puis après, bon, ils n'étaient pas gardés. Et je trouve que c'est assez intéressant de regarder, bon, évidemment pour le communiqué, je me suis concentrée sur le cinématographique, mais le côté radiophonique aussi est très, très marquant chez Tomasi, et dans les œuvres orchestrales, peut-être même, je pourrais dire, encore plus que le cinématographique. Parce qu'à la radio, il devait s'adapter. Donc, l'idée de jouer avec beaucoup de cuivre, des percussions, ça vient finalement du son qui passait bien à la radio dans la fin des années 20 et au début des années 30. Et ça se remarque beaucoup dans les pièces orchestrales d'après-guerre aussi. Donc, c'est évidemment que tout ça, c'était dans l'air du temps à l'époque, mais je pense que Tomasi y a vécu de l'intérieur. Et ça, c'est particulier à lui parce qu'il a été musicien de cinéma beaucoup plus que les autres musiciens de l'époque, d'ailleurs, parce qu'il devait gagner sa vie. Les autres musiciens, ils nous disaient, mais ils ont tous de l'argent, ils ont des familles, ils n'ont pas besoin d'aller jouer dans les cafés, tout ça. Alors que lui, il devait le faire. Et ça lui a donné une vision musicale un peu autre des autres quand même. Merci beaucoup. Christophe ? Oui, eh bien, écoutez, moi je m'associe à Jean-Marie pour dire combien je suis vraiment fasciné, enfin admiratif de la qualité des trois prestations de ce matin. On vous a découvert, enfin on vous a écouté avec beaucoup d'attention, en parler avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Alors pour faire le complément de Jean-Marie, moi mes questions iront plutôt à Denis et à Stéphanie. Stéphanie, tu as vu, on a vu passer dans les réseaux sociaux des gens qui s'étonnent que Tomasi a écrit pour d'autres instruments que des instruments avant. Donc, je pense qu'il va falloir profiter de cette année 2021 pour rappeler que l'œuvre de Tomasi, ce n'est pas que le concerto pour trompette, ce ne sont pas que les fanfares liturgiques ou concerto pour trombone. Tu faisais remarquer également, Stéphanie, dans ta communication, que ce qui caractérise un peu l'écriture concertante de Tomasi, c'est beaucoup d'athlétisme. Enfin, il fait appel à des compétences vraiment athlétiques de l'interprète, et quelque part, je trouve qu'il a contribué à repousser un peu les limites instrumentales. On l'a bien vu dans la relation qu'il a eue avec Ludovic Vaillant, hein, dans l'écriture du concerto pour trompette. La question que je voulais vous poser à tous les deux, est-ce que on voit aussi que l'écriture, c'est vraiment une relation très forte à l'interprète, et ce que connaissaient, ce que les interprètes avaient de meilleur à l'époque, hein, dans sa relation notamment avec ce grand flûtiste qui était Rampal. Est-ce que vous avez des traces épistolaires d'échanges qu'il a pu avoir avec ces grands interprètes qui venaient lui dire « Attendez, là, c'est pas possible, c'est juste injouable. Je sais que j'ai quelques qualités d'interprète, mais là, il va falloir revoir un peu la copie à la baisse. » Est-ce qu'il y a des témoignages, aussi bien par rapport aux interprètes de violon ou de flûte, d'interprètes qui lui auraient demandé de revoir un peu à la baisse ses prétentions instrumentistes? Alors, moi, je vais commencer, Denis, si vous permettez. Alors, malheureusement, pour le violon, non, et ça a été la grande frustration quand j'ai commencé à travailler sur le répertoire. La première chose que j'ai fait, c'est appeler Claude et Frédéric Ducrot pour leur dire qu'est-ce que vous avez comme lettre, comme échange, comme courrier avec des violonistes, et on m'a répondu rien. Donc voilà, on a plutôt des récits comme celui de Devierly qui raconte comment les choses sont passées, mais on n'a malheureusement pas grand-chose d'autre. Ceci étant, pour le concerto, le fait qu'il y ait quand même deux versions, qu'il y ait la version éditée en 62, et notamment dans une édition avec piano, une réduction de partie piano, et la version enregistrée et rééditée avec la partie d'orchestre en 64, on voit quand même le travail qui a été fait avec Devierly, et on voit notamment les passages quasiment injouables qui ont été coupés. Et je dirais, il y a des coupes dans le vif, dans des choses qui, moi, quand j'avais déchiffré la partition la première fois, j'avais la partie de 62, donc je n'avais pas encore écouté, j'étais très impatiente. Donc dès que j'ai la partition, j'ai voulu déchiffrer, je n'avais pas encore la deuxième version, et j'ai déchiffré comme ça. Et il y a des passages qui m'ont grandement inquiétée dans une perspective de l'enregistrer, où je me suis dit, alors là, on va avoir un problème.
Et ma bonne surprise, ça a été de voir la partition après modifiée, de voir que ces passages-là avaient été supprimés. Mais je dirais qu'il y a aussi, ça c'est intéressant, une troisième étape, qui est l'écart entre la partition rééditée, corrigée en 64 et réellement ce que Davy Early joue à la création. Et il y a encore des modifications à la création, des simplifications ou des complexifications, paradoxalement. C'est-à-dire que Davy Early est un violoniste quand même particulièrement fougueux et il y a des endroits où il ne se satisfait pas d'une mélodie et il la double à l'octave pour que vraiment elle soit encore plus poignante. Donc il y a aussi des modifications dans l'autre sens. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la perspective de l'enregistrement à venir, c'est que je fais un peu je pioche un peu ce qui me paraît le plus caractéristique et donc je ne fais pas à la lettre non plus ce qu'il a écrit parce que je sais à quel point il a travaillé avec Davy Early et je suis convaincue, comme c'est arrivé, ça m'est arrivé aussi quand j'ai fait des créations, que ce soit validé par le compositeur. Quand un violoniste dit « Ah, ça sonnerait mieux en octave », en général, le compositeur dit « Mais oui, vas-y », et il ne prend pas le temps d'envoyer une lettre à l'éditeur pour dire « Il faudra corriger ». Donc, on a quand même, grâce à cette partition du concerto, une trace du travail, même s'il n'y a pas d'échange verbal ou de traces de lettres. Hein, voilà. Après, Claude a peut-être des précisions à apporter aussi. Mettre votre micro. Et puis Denis aussi, peut-être. Avec le micro. Oui, voilà. Vous m'entendez là? Oui. Oui, juste confirme totalement ce que tu viens de dire, Stéphanie, et pour la raison très simple que vraiment, il se voyait très souvent, très régulièrement à Paris, tout simplement. Davy Early venait la plupart du temps rue Victor-Massé où habitait mon père, où nous habitions, et ils ont travaillé vraiment complètement en présence. Donc, ils n'avaient pas besoin d'échanger par courrier. Voilà, c'est clair. Et je pense qu'avec, pour Denis Verrou, juste pour ajouter, que tu y as fait allusion, mais je vais insister un peu plus. Stéphanie enregistre donc un disque qui sera essentiel pour cette année de commémoration 2021. Elle enregistre l'ensemble des œuvres pour violon, comme Émilie et Capulet l'a fait pour les œuvres pour piano. Là, c'est Stéphanie, donc ce sera un enregistrement d'ailleurs qui est bien avancé, enfin en tous les cas, même s'il n'est pas encore en boîte, et avec l'orchestre de la garde républicaine et Romain David au piano également. Voilà. Donc ce sera en tous les cas la première fois, vraiment une première mondiale, sur les œuvres pour violon, dont j'espère qu'effectivement elles contrebalanceront enfin les œuvres pour cuivre. Voilà. Et sinon, aussi pour Denis, je pense que c'est la même question. Il y a eu très peu d'échanges entre Brampal et mon père, par écrit. J'active mon micro. Effectivement, oui, il y a très peu d'échanges. Alors, déjà, par rapport à ce qui a été dit par Stéphanie et par Christophe sur justement le fait que ces œuvres pour violon étaient peu connues. Je pense que c'est tout à fait vrai. Moi, j'avais eu l'occasion d'en parler avec Davy Early, effectivement, même avant que le disque... ou non, c'était juste après la ressortie du disque Lyrinx. Mais je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à cette époque, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est pour ça que j'ai parlé au moment... dans mon intervention, lorsque j'ai parlé du concertino écrit pour les concours du conservatoire, la notion d'école instrumentale a eu une importance très très grande. Et dans la mesure où certaines pièces ont été imposées au concours du conservatoire, c'est très souvent ce qui a permis aux compositeurs de ne pas tomber dans l'oubli. Et on s'en est rendu compte même par exemple avec les œuvres pour flûte de Jolivet. Les œuvres de Jolivet à cette époque-là très souvent n'étaient pas jouées, ou très peu. Il y avait bien sûr quand même des représentations, mais dans l'ensemble relativement peu. Mais les œuvres pour flûte, du fait du chant de Linos qui avait été imposé au conservatoire, ont toujours été au répertoire des flûtistes. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si Tomasi n'avait pas écrit ce concertino en 1945, ses œuvres pour flûte auraient certainement été beaucoup moins connues des flûtistes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et encore, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. C'est que beaucoup des œuvres de Tomasi ont eu peu de représentation en raison de leur très riche orchestration. Ça a été quelque part un frein assez conséquent, une nouveauté formidable, mais un frein assez conséquent. De la même manière que la suite en concert de Jolivet pour flûte et percussion a été globalement peu jouée.
parce que quand vous tournez quelque part à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, et que vous avez 20 concerts dans le mois, c'est extrêmement difficile pour des orchestres comme ça de regrouper 6 percussionnistes et de les faire jouer, 4 percussionnistes et de les faire jouer comme ça. De la même manière, la plupart des tournées de cette époque se faisaient avec orchestre de chambre. Un orchestre de chambre pouvait facilement faire venir de hautbois de corps et quelques vents pour des concertos classiques, mais faire venir un parc instrumental pareil pour des concertos, quelque part, ça a été un frein relativement important. Et de ce fait, aujourd'hui, enfin, du fait que les moyens sont différents, qu'on a beaucoup plus de moyens de communication, qu'on renoue avec des projets plus, comment dire, plus audacieux, qui cherchent à faire redécouvrir beaucoup de choses, et ben là, effectivement, on se rend compte que certaines œuvres, très curieusement, ont été peu jouées. Le concerto de printemps dont j'ai parlé, en fin de compte, je ne connais personnellement que 4 flûtistes qui l'ont joué. Il y a depuis quand même un temps incroyable. C'est ce qui est quand même fou. Et je termine rapidement au sujet de l'écriture. Les liens avec Rampal et Tomasi étaient de toute façon très anciens depuis Marseille. Donc ils se connaissaient par cœur. Ils savaient très bien, Tomasi savait très bien à qui il avait affaire et ce qu'il pouvait lui demander. Il lui a dédié 4 œuvres. Et la seule trace épistolaire que j'ai, c'est cette lettre que j'ai montrée de Tomasi à Jean-Pierre. Justement, je l'ai montré parce qu'il lui parle justement du lyrisme de l'œuvre, et juste après son exécution avec Charles Munch. Mais il est certain que les grands virtuoses de cette époque, et c'était particulièrement le cas de Jean-Pierre, je ne sais pas si c'était beaucoup plus le cas pour Davy ou pas, avaient particulièrement à cœur de travailler avec le compositeur à chaque fois que c'était possible. Et très souvent d'ailleurs, dans les manuscrits qu'on trouve dans les archives Rampal, on voit des concertos, certains manuscrits quasiment sans aucune articulation. Et c'était l'interprète qui les mettait tous. Et Rampal avait à cœur de faire en sorte que l'œuvre soit jouable. Ça pouvait être difficile, ça pouvait même être éventuellement très difficile, mais ça devait rester jouable. C'est-à-dire que si l'œuvre qu'il allait créer, dont il a donné la première, était quelque chose qui serait injouable par un grand amateur, par exemple, ou par un musicien, je dirais, entre guillemets, normal, à ce moment-là, il trouvait quelque part que ça n'avait pas vraiment d'intérêt de faire quelque chose qui allait rester dans un tiroir parce que trop difficile et jouable par 3 virtuoses une fois tous les 10 ans. Et pour ça, il a notamment beaucoup travaillé avec Jolivet. Il a eu une influence considérable sur Poulenc. Par exemple, il y a des traits entiers de la sonate de Poulenc où Rampal lui a dit c'est ça qu'il faut faire et pas ça. Pour Tomasi, je ne pense pas du tout que ça a été le cas. Les premières compositions, le manuscrit original de la sonatine, toutes les indications de liaison, d'articulation, tout écrit par Tomasi. Tout, absolument tout. Et visiblement, Rampal, de ce que j'ai vu, n'a rien changé. Par contre, pour le concerto de printemps, je rejoins exactement ce que disait Stéphanie. Il a fait des changements. Curieusement, pourquoi, je ne sais pas exactement. Il y a un passage dans le mouvement, dans le premier mouvement, où la partition indique un sol croche, le reste de la mesure tacette. Et lui, aussi bien dans la répétition de la création que dans l'enregistrement, fait durer un tri sur toute la durée de la mesure. Ça, je pense que, à mon avis, c'est plutôt Tomasi qui lui a indiqué ça. Par contre, il a opté pour changer certains traits en plus brillants, à la fois un peu moins difficile et plus brillant. Et c'est intéressant parce que Maxence Larieux, dans son enregistrement à la radio, lui joue exactement l'édition telle qu'elle est. Et c'est vrai que la version de Jean-Pierre est plus brillante et apporte un plus. Et comme il la joue déjà comme ça au moment de la répétition avant la première, j'ose imaginer que Tomasi a donné sa bénédiction. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'est passionnant et ce sont des discussions qu'il faudrait poursuivre au déjeuner. Malheureusement, le contexte actuel ne nous le permet pas. Discussions aussi passionnantes que les 3 communications que nous avons entendues précédemment, qui nous ont montré les défis des interprètes d'aujourd'hui, défis relevés ou défis à relever. Et ça nous promet en tout cas de belles surprises musicales dans l'année à venir. Merci encore une fois, bravo à tous les 3.